Salut David. Salut Gabrielo, comment vas-tu? Mais ça va bien et toi? Ah, plutôt pas mal. Un peu enrhumé, un peu grippé là, je crois. Ouais, mais j'espère que c'est pas le Covid, puis j'espère que je vais pas le choper si c'est Bah, si j'ai c'est fait le ça. test. Cette fois, on se roulera pas une pelle à ton départ. On On évitera va de faire éviter ça, ça. d'échanger nos salives quand tu. Faudrait quand même qu'on Ouais. fasse ça sur caméra, ça nous amènerait des auditeurs. Ah, bah, je suis sûr que c'est un bon moyen d'élargir l'audience, hein. Ouais. Et on fait un épisode un peu spécial, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas d'invité. On va faire un épisode un peu méta. On a 16 épisodes publiés maintenant, probablement 17 au moment où cet épisode sera Ce publié. qui nous place dans le 3% des youtubeurs les plus prolifiques, je crois. Je pense, un Quelque truc du chose de, style. de cet ordre-là. Et du coup, on va un peu faire profiter notre large audience de notre longue expérience de podcasteur. Exactement, c'est une très bonne idée. Tu veux parler de comment on est arrivé à faire ce podcast? C'était toi qui avais l'idée à la base. Oh là là, oui, bah bien sûr, pendant 2 ans, si je me souviens bien, entre 2020 et 2022. Santé, Gabrielo, Merci. je t'en prie. Je crois que entre 2020 et 2022, je t'ai parlé de cette idée environ une bonne trentaine de fois. Je l'ai évoqué au cours des nombreuses sessions de pintage à la binge qu'on s'était tapé durant cette période. Et c'est vrai que souvent, quelquefois, tu m'avais posé la question, tu m'as dit, ah bah tiens, qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup de pognon et du temps libre ou pas vraiment d'obligation. Et je te disais, effectivement, je pense que je ferais du podcast et je parlerais des sujets qui m'intéressent. Mais moi, je suis plus dans l'idéation que dans l'action, hein. Il a fallu que l'an dernier, comme nos plannings, on va dire, étaient assez largement alignés en termes de disponibilité. C'est toi qui es venu un peu avec cette initiative de dire t'as du temps, j'ai du temps, on fait ce podcast ou quoi? Et ça s'est fait assez facilement ensuite. Hein. Ça s'est fait très facilement. Alors moi, j'ai immédiatement proposé une petite retraite créative dans les environs de... C'était à Sainte-Croix. C'était un Sainte-Croix, ouais. Voilà, on s'est retiré sur un becquet situé dans un lieu secret qui ne sera jamais révélé. Mais un endroit très inspirant, je crois, hein. Ouais. Voilà. Voilà, dans lequel on s'était adonné à la préparation d'un petit barbecue. C'est vrai, non? Oui, on a fait un petit barbecue. On a fait un petit barbecue et si je me souviens bien, on avait consommé comment on appelle ça déjà, des psilocybes, je crois, des petits champignons, champignons dits je crois magiques. que c'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, qui nous avaient amenés sur des chemins qui avaient fortement stimulé notre imagination et qui nous avaient permis d'amener, de trouver, comment dire, un peu une concordance, si je puis dire, dans nos envies, dans nos aspirations de futurs podcasteurs. Voilà. Mais c'était marrant. Et du coup, on a fait l'épisode 0, c'était justement sur les psychédéliques, mais l'épisode qui ne sera jamais publié, qui était horrible, mais... Encore plus amateur que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Donc, Non, là, c'est complètement pro, là. Ouais. Et puis, du coup, ensuite, premier épisode avec Stéphanie. Qu'est-ce qu'on a appris? Toi, c'est quoi durant cet épisode-là ou durant l'ensemble de l'expérience? Durant toute l'expérience. Ou cet épisode-là, comme tu veux. Qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Je pense qu'on en a appris des tonnes. Je pense que la première, c'est que faire un podcast, c'est pas juste parler à des gens devant un micro avec un casque. Il y a quand même un certain art. Enfin, comment dire, c'est une vraie discipline. C'est quelque chose qui s'apprend. Je pense qu'on est devenu de moins en moins mauvais au fil du temps. On est devenu un peu moins mauvais, je crois. On est devenu un petit peu moins mauvais. Mais je pense que effectivement, c'est un vrai métier d'interviewer quelqu'un. C'est très difficile, et ça, on en a beaucoup parlé, toi et moi, de savoir, de trouver où placer le curseur entre vouloir faire parler l'invité et être un petit peu, des fois, force de proposition dans les sujets qui sont amenés dans une conversation. Ça dépend aussi beaucoup de la personne à qui on a affaire. Il y a des gens qui sont très loquaces, très volubiles, d'autres qui le sont moins. Et puis... Ouais. Et ça, c'est aussi un peu... Alors oui, effectivement, c'est vraiment du boulot. Nous, on a un format qui est assez permissif, qui est assez...
C'est bien et c'est pas bien. D'un côté, c'est assez facile parce qu'on n'a pas de montage à faire. De l'autre côté, ça fait qu'on peut pas non plus couper en poste s'il y a si des fois on part trop loin sur des tangentes. Mhm. Mais bon, moi, ça m'a fait vraiment respecter le travail des gens qui ont du travail de montage. Surtout maintenant, quand j'écoute les podcasts audio et que je vois comme c'est monté Ouais. avec attention, je me dis, chapeau. Mais respect aussi pour ceux qui font du live d'une manière Ah, qui est mais naturelle, et sans temps mort, et sans les... euh, parce que parler à quelqu'un, on l'oublie beaucoup, mais on a des tics de langage qui ouais, ressortent ouais. très facilement, des A, des E, des raclements de gorge, des trucs comme ça. Et quand tu écoutes une émission de radio professionnelle, tu n'entends pas ces choses. Et je pense pas que c'est juste de la post-prod, c'est une discipline qu'ont les gens, enfin Ouais, ouais. les intervieweurs, les journalistes. Et ça, on s'en rend pas compte avant de s'être enregistré, de s'être écouté et de s'être agacé de ces tendances naturelles qu'on a du mal à réfréner, de ces petits tics en Ouais, fait. bien sûr. Puis c'est aussi, faut pas être. Je trouve aussi difficile des fois de pas être trop self-conscious. Tu sais, Mm. tu sais que là. On a eu ça plusieurs fois où, quand les invités arrivent, on prend un café et puis la conversation est très naturelle, très fluide On se marre, et on on se raconte un marre, peu tout des ça. conneries. Mhm. Et au moment où la caméra commence à enregistrer, d'un coup, tu vois que tout le monde est plus Ah, il y a une tendu parce que tu sais crispation. il y a un enjeu. Et Ouais. ensuite, quand la caméra coupe, et ça, je crois que c'est vraiment un travail d'arriver à être naturel, de pas se crisper quand la caméra tourne. On n'a pas encore trouvé la formule, je crois, pour ça. Même si ça se Bah, passe on plutôt s'est bien amélioré, que non? moins bien. Oui, 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 bien sûr, au fil du temps, je pense que ça s'est amélioré. Mais je crois qu'on n'est pas encore. On a encore un petit peu de travail à faire, ou peut-être moins de travail à faire, dans le sens de l'énergie qu'on met pour produire un certain truc. Euh, voilà, de rester naturel, d'avoir ce flot de conversation spontanée qu'on aspire à avoir depuis le début. Euh, Quand on essaie de faire parler quelqu'un, des fois on veut être respectueux de la personne, et ce respect, c'est lui laisser la place de s'exprimer, en particulier quand le sujet est un peu difficile, grave, ou qu'il y a un enjeu important autour. Et, et est-ce que des fois on, on- on doit pouvoir se permettre d'interjecter euh, pour, euh, pour plein de raisons, hein. Ça peut être pour demander de préciser une notion, ça peut être enfin pour nous, pour l'audience, hein, parce que des fois on connaît très bien un terme de terminologie qui est utilisé, mais l'audience pas forcément. Donc c'est notre rôle Hmm. aussi de nous mettre à sa place. Des fois ça peut être pour nous-mêmes, au prix de passer pour un peu voilà, quelqu'un qui est un peu ignorant d'un sujet, et, ou des fois pour raconter une petite connerie, ou bien juste dans un peu un spur of the moment, une pensée qui pourrait, enfin voilà, qui apporte quelque chose juste dans une dynamique normale de conversation. Et perso, je me suis pas toujours senti à l'aise de le faire. Hmm. Euh, Ouais, Est-ce que ouais. toi, tu as ressenti des choses de ce genre? Bah, ouais, c'est vraiment le challenge. On a ce format où ce que je trouve intéressant avec le format, c'est on peut aller en détail, on peut laisser quelqu'un s'exprimer beaucoup plus que dans un interview qui serait très scripté de 30 secondes, une minute à la télé. Mais ensuite, effectivement, faut réussir à rester, à garder la ligne. On Mhm. a des épisodes, il y a des épisodes que, en le réécoutant, où je me dis il y a des temps morts, il y a Ouais. des moments un peu où la conversation devient moins intéressante, et ensuite ça reprend. Et je me dis, bah ça c'est dommage. Est-ce qu'on perd des auditeurs à ce moment-là? Et comment est-ce qu'on arriverait à garder Mhm. le contenu plus concentré? Ouais. Et je pense que ces petites réalisations, cette self-awareness, comme ça, par rapport à ces moments-là, elle peut nous miner d'une manière qui aggrave un peu le phénomène, quelque part. Parce que je pense que. Enfin, je vais parler plutôt pour moi. Je ne sais pas comment toi tu te sens par rapport à ça. Mais justement, quand il y a une perte de rythme, le pace, il n'est pas comme on l'aimerait, bah, tu le conscientises.
Ouais. Et puis ça crée un inconfort ou peut-être une mini panique. Et cette panique, c'est une distraction finalement de l'écoute qu'on devrait avoir ou de l'idée qu'on aurait si on était complètement détendu et relax dans ces moments-là. Donc, je pense que voilà, pas trop prendre de recul finalement dans ces moments-là et juste rester dans le flow de la chose et pas se sentir rester cool. Mais bon, ça c'est un conseil qui est valable dans tout aspect de la vie. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, je pense. Alors ça, j'ai un truc lié. Une fois, j'ai un pote qui m'a dit ouais, c'est vachement bien ce que vous faites, mais il m'a dit, à moi en particulier, des fois, l'invité dit quelque chose et ensuite tu poses une question qui a rien à voir. Et il était là, genre, t'en as rien à foutre de ce qu'il a dit en fait. Et pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'était aussi. C'est aussi ce manque de naturel. On fait des appels préparatoires. Ouais. Et moi, j'ai des listes de questions. Et du coup, des fois, je suis un peu tendu et puis, bam, je saute à la question suivante que j'ai dans mon questionnaire. Plutôt, c'est aussi difficile de bien répondre à ce que l'invité dit et rester dans le flow. C'est plus facile de sauter à un autre sujet. Je pense qu'un point rattaché à ça, c'est que, comment dire, on est deux dans ce jeu-là et on devrait pouvoir mieux comprendre à quel moment on peut s'appuyer sur l'autre, justement pour perpétuer la discussion. Et du fait du positionnement qu'on a sur ce canapé, dans ce format, on n'a pas la capacité d'interagir, ne serait-ce que par un regard ou un hochement de tête. Et je pense que c'est pas un atout. C'est clairement, si on avait la possibilité, si tu voyais que je lève le doigt ou que je suis sur le point de dire quelque chose et vice-versa, on aurait la possibilité de rebondir d'une manière qui serait beaucoup plus naturelle. Faut qu'on fasse, tu sais, comme dans Dune, les gestes, là, le langage. Il faut qu'on fasse ça avec les pieds. Ouais. Tu sais, ouais, c'est ça. Et on va faire tous nos épisodes pieds nus maintenant. Exactement. On va avoir on a une stratégie de pousser notre audience dans les fétichistes langage des des pieds. signes pédestres. On va sûrement inventer un truc. Et ce podcast va enfin nous rapporter du fric, vu qu'on va pouvoir appliquer une propriété intellectuelle sur ce nouveau langage. Oui, parce qu'en fait, donc ça c'est un truc qu'il faut noter. On a fait 17 épisodes et on ne croule toujours pas sous l'argent. Non, mais ça c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est aberrant. Ouais. Pas une fois on m'a arrêté dans la rue aussi pour dire hey mais are you that guy from Gulk? Non, ça n'arrive pas. Enfin bref. Mais c'est vraiment bizarre. Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un lien avec notre manque, comment dire, le fait qu'on n'ait pas vraiment tendance à inciter notre audience par exemple, à nous suivre ou à liker ou à commenter sur nos vidéos. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça, c'est un super segue, c'est un truc qu'on devrait faire. Donc, oui, si vous appréciez ce qu'on fait, likez, commentez, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des suggestions de sujets que vous voudriez qu'on aborde. Partagez à vos amis. Si vous n'aimez pas, partagez à vos ennemis, dislikez, commentez pour dire tout ce qu'on fait de faux. Tout ça, c'est de l'engagement, voilà. C'est très bien. Mais jamais nous unfollow. Il faut toujours continuer de nous follow. Toujours follow, ouais. Non, c'est vrai. Mais blague à part, du feedback, on en a, mais on en a surtout de nos proches, des personnes avec qui on interagit pour d'autres raisons, hors du podcast. On a forcément des proches qui vont nous dire j'ai apprécié ça, j'ai moins aimé ça, etc. Fais attention à ta tendance à faire des questions un petit peu trop alambiquées ou qui tirent en longueur. Ça, c'est quelque chose que j'entends à mon sujet. Moi, j'ai jamais pensé ça. Voilà, écoute, c'est comme ça. On apprend, mais effectivement, avoir des feedbacks, des commentaires de personnes qui nous connaissent pas forcément et qui seraient un peu plus brutes dans leur retour, ça nous sera extrêmement utile. Et c'est vrai que ça nous manque, donc voilà. À part ça, moi j'ai été content d'entendre qu'il y avait des gens avec qui je suis pas nécessairement en contact régulier. C'est pas des amis proches qui écoutent, qui suivent.
je trouvais ça cool. Alors oui, c'est réjouissant. C'est pas que nos parents et nos frères et sœurs. Alors moi, on m'a écrit sur LinkedIn pour me féliciter du travail, enfin pour nous féliciter par extension du travail qu'on a fait avec ce podcast. Et ça, c'était c'est indescriptible. Enfin, c'est vraiment, cool. c'est vraiment cool en fait. Ouais, si, c'est descriptible en fait. Par Et, un mot qui est cool. Et au niveau des sujets qu'on a abordés, comment ça match? Comment ça match en termes de sujet, en termes d'expérience? Comment ça match l'idée que tu avais du podcast? On a démarré, on n'a pas vraiment couché sur papier une ligne éditoriale. On s'est retrouvé à inviter des gens, t'es un peu opportuniste. Ça match comme tu imaginais faire un podcast, ou c'est différent? Mais c'est une question difficile parce que j'avais pas vraiment d'idée du type d'invité qu'on aurait en fait. J'arrivais pas vraiment à me représenter ça. C'est vrai que mon intérêt initial, je parlais beaucoup des thérapies psychédéliques et de ce sujet-là que je trouve hyper passionnant, hyper intéressant. Mais on a un petit peu peiné au début à trouver des... Enfin, on a clairement peiné. Jusqu'à présent, on n'a pas eu un vrai invité expert du sujet. On devrait... Mais ça va peut-être on en aura venir. peut-être potentiellement dans un futur proche. On l'espère, en tout cas de tout cœur. Ça se présente pas trop mal. Mais du coup, à part cette idée-là, j'avais pas une anticipation qui venait se passer là. Donc non, tout ce que je peux dire, c'est que j'étais immensément surpris de la variété des invités qu'on a eus, des sujets traités. C'est vrai qu'on est vite parti sur des questions finalement hyper intéressantes et fondamentales. On a parlé de durabilité. Très vite, d'ailleurs, dès le premier épisode, on a parlé d'intelligence artificielle dans le sujet de Stéphanie. Donc tout de suite, il y avait des promesses. On va dire, tout de suite, on pouvait se réjouir de ce qu'il y avait à venir. On a parlé de microbrasserie aussi. C'est clair qu'il y a moins d'enjeux fondamentaux sociétaux autour de ça, mais c'était quand même hyper cool et intéressant. Et ce qui m'a surpris, c'est finalement, c'est comment dire, c'est que les gens, même ceux qu'on connaît pas directement, ils viennent volontiers parler. Oui. Y en a qui font des détours, qui prennent la bagnole pendant presque une heure, en tout cas pour qui me vient directement à l'esprit, pour venir jusqu'ici en matinée et parler avec nous. Ouais. Et en dépit de notre audience qui est quand même assez faible, on n'a pas un très très grand rayonnement. Pour le moment, bien sûr. Peut-être que vous regarderez ça au moment où Golk aura détrôné Joe Rogan. Voilà, exactement. Lex Friedman et tout ça. Mais ça m'a immensément surpris, en fait. Et je crois que toutes et tous sont repartis avec un bon feeling. Ils ont apprécié l'expérience. Et puis ça, c'est à mettre au crédit, je dirais, du format qu'on a choisi, de l'approche qu'on a favorisée. Et puis... Et voilà, ça c'est des bons feedbacks. Ouais, je crois que le premier invité qu'on avait, qui était quelqu'un qu'on connaissait pas, c'était Oriane Sarrazin. Mm-hmm. Oriane, merci encore. C'était super intéressant. Et vraiment, ouais, je savais pas à quoi m'attendre. J'avais entendu parler d'elle dans le temps. Mm-hmm. Et dans la foulée, je lui ai envoyé un email et puis elle a répondu très rapidement, très positivement. Et c'était un épisode super. Et c'était... faut qu'on fasse... je pense qu'on va être, par la force des choses, amené à parler de plus en plus avec des gens qu'on ne connaît pas, mais c'est génial parce que ça nous expose à une différente vision. Complètement. C'est pas des choses dont on parlait habituellement en buvant des verres. Et c'était super. Exactement. Et tu comment dire, c'est une actualité sur laquelle tu es tombé. Parce que ça venait de toi à l'origine, et tu t'es dit tiens, alors qu'on n'avait pas vraiment cette vocation là de s'ancrer dans une actualité quelconque, on s'était pas dit tiens, ça va être ça notre fil conducteur, quoi. On va ouvrir le journal tous les matins et puis c'est là qu'on va prendre nos idées, mais là tu l'as fait et puis t'as foncé et la réponse a été rapide, elle a été enthousiaste et c'était un super épisode. Ouais.
belle rencontre aussi. Donc, Super rencontre. Ouais. Mm. Non, c'était vraiment très intéressant. C'est quoi? T'as un épisode préféré? On peut dire? Ah là là, j'ai pas envie, d'offenser qui que ce soit, mais c'est vrai que un épisode plus préféré, on va dire, qu'on a diffusé jusqu'à présent, j'irais l'épisode avec Laurent Guidetti, collapsologue. C'était un épisode d'une grande intensité sur lequel on a touché à bien sûr des problématiques environnementales, mais on a touché aussi à des choses euh, plus fondamentales comme des questions existentielles réellement, Ouais. euh, liées à la condition humaine et qui on est, ce qui nous anime. Et j'ai trouvé que c'était une discussion d'une profondeur vraiment incroyable. Ouais. Écoute, c'est marrant en fait. En réfléchissant, moi j'avais aussi, de nouveau, c'est- sans vouloir refausser personne, mais Ouais. c'était aussi oui, j'aurais aussi cité celui-là. C'était Mhm. vraiment. Il y avait beaucoup de passion, il y avait zéro filtre. Ouais. Euh, et Et en plus, mm, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet dont j'étais proche. Je me serais mhm. jamais considéré Non. collapsologue. Et en lisant le livre de Laurent et en parlant avec lui, moi, ça m'a changé Mhm. ma manière de. Je suis Moi, plus collapsologue que je ne l'étais c'est vrai. avant. Alors, moi pas, ou du moins pas plus inquiet. T'as direct pris l'avion pour Ibiza pas plus anxieux. en sortant. Non, je suis allé aux Maldives comme il l'a suggéré. Oui, J'ai fait c'est la juste. chose la plus révoltante. Puis arrivé sur place, j'ai loué un SUV. Oui, et puis c'était la saison de la chasse aux dauphins, c'est Ah, ça? Non, mais je pense que, enfin, moi, le point que je retiens, c'est que, indépendamment de notre affinité avec le sujet amené par l'invité, porté par l'invité, euh, je pense que ce que le podcast peut apporter, en vérité, toute discussion entre êtres humains, hein, mais à travers le podcast, on a été confronté à des problématiques qui n'étaient pas forcément celles qui nous animaient le plus, à titre personnel, mais il y a toujours un humain derrière, forcément, et je crois que on peut trouver la rencontre et la discussion enrichissante et passionnante sans forcément être aligné sur un plan philosophique ou idéologique, ou complètement aligné du moins. Et ça, je crois que c'est pour moi le key takeaway, c'est un lieu commun de le dire, mais la conversation polie entre des personnes d'intérêts divers, ça rassemble quand même, ça réunit. Oui, je suis d'accord. Moi, il y a un peu une inquiétude que j'ai, Mm. une question que je me pose, c'est que d'un côté, on a cette conversation qui est, oui, c'est très intéressant et c'est très humain. De l'autre côté, on a toujours une personne qui représente un point de vue. Mhm. Et je trouve que c'est facile dans ce cas de présenter un argument qui est convaincant. Si demain, on avait Poutine ici, Mhm. Vlad, si tu nous regardes, je suis sûr qu'il arriverait à faire un argument cohérent qui dirait que les actions de la Russie sont super et que c'est le reste du monde qui est en tort. Mhm. Et du coup, là, c'est un peu difficile de dire où est-ce que tu as posé le curseur, parce que tu veux pas non plus aller dans l'autre extrême où on fait du débat infrarouge, Ouais. où les gens se gueulent dessus. Euh, Et bon, et c'est des problèmes qu'ont eu des Lex Friedman ou des Joe Rogan, où tout d'un coup, tu as quelqu'un qui a un avis plus de frange Mhm. et qui, du coup, a une plateforme et s'exprime sans personne pour lui dire est-ce que c'est pas forcément comme ça. Ouais, alors, je pense que le postulat de base ou l'hypothèse, c'est quand même de se dire que la personne qui écoute a un discernement. Elle est capable de comprendre qu'il s'agit d'une. Effectivement, alors, nous, notre vocation, c'est pas de donner une plateforme à qui que ce soit. Notre vocation, c'est de rencontrer une personne et de l'écouter et de comprendre ses idées. On donne une plateforme. Alors, oui, mais alors, c'est pas. Ok, mais c'est pas une tribune, en ce sens-là, c'est pas une tribune. Alors, peut-être que de facto, ça le devient. Ouais. Ok, ça le devient. Et peut-être qu'on a une responsabilité par rapport à ça.
je sais plus où je vais vraiment avec ce propos-là, parce que moi j'étais en train de dire en fait tout le contraire. J'étais en train de dire au final, il y a un intérêt à écouter les personnes, les propos d'une personne indépendamment de, enfin même si ces idées sont révoltantes, au moins on les entend et on peut, enfin on les entend. Elles sont pas déformées par qui que ce soit. C'est la personne qui s'exprime et qui assume ses idées, son idéologie, ses propos. Ouais, mais je suis pas sûr que. Après, ouais, vas-y, excuse-moi. Non, mais je sais pas. Je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas sûr que je suis. Genre, j'avais vu, il y avait Kanye West sur Lex Friedman. Ouais. J'ai tenu 5 minutes, quoi. J'étais là, non, c'est pas possible. Oui, mais tu as le choix de. Donc, tu as cessé d'écouter. Ouais. Ouais. Mais parce que je trouvais ça Donc, vraiment révoltant. ce choix existe. Il existe. Après, pour la personne qui a cette curiosité qu'on peut qualifier de malsaine ou pas, mais disons de vouloir comprendre à quel point ces propos peuvent être révoltants, quelle est l'étendue réelle, la profondeur de son antisémitisme, par exemple, parce que c'était un peu pour ça qu'il était médiatisé ces derniers temps. Je pense que je sais pas si le fait qu'il se soit exprimé sur ce podcast-là avait aussi librement. Alors, il a été quand même challengé. Hein. Je pense que l'hôte du podcast a quand même joué son rôle à ce niveau-là. Est-ce que ça permet à Kanye West, par exemple, d'élargir son audience et de trouver davantage de nouveaux disciples de son idéologie, tu vois? Ok, alors, tu vois, l'un des problèmes que je pourrais voir, c'est, même si ça permet pas de nécessairement d'élargir, ça permet de normaliser. Ok. Tu vois, regarde, quand on avait, avant Internet, on avait une liste de médias à choix qui était relativement, qui était plus restreinte. Et du coup, il y avait moins des idées, il y avait moins des idées extrêmes. Prenons un truc non politique du genre le flat Earth, les gens qui pensent que la Terre est plate. C'était une idée vraiment de frange et tu pouvais pas, il y avait personne qui en parlait dans aucun média parce que c'est tellement absurde. Maintenant, t'arrives à répondre ces idées et puis ces idées peuvent être normalisées et du coup on peut se dire pour la forme de la Terre que c'est une question de genre il y a deux théories. Ouais. Alors que non. Le podcast Golk pense que la Terre est ronde. Enfin, en tout cas, on n'a pas. Sphérique. Oui. Alors, je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est le. Je crois que ça rejoint le thème un peu des vérités concurrentes qu'on a abordé avec Dimitri dans un épisode qu'on va publier, je crois, la semaine prochaine. Bah, il sera publié avant celui-là. Il sera publié avant celui-ci. Ouais. Oui, donc la semaine dernière en fait. Du coup, et ça c'est une problématique. Voilà, c'est difficile d'appréhender. Je pense qu'elle résulte de l'abondance de canaux de communication et qu'on peut utiliser maintenant de manière complètement malfaisante ou malhonnête, mais aussi pour partager des faits, une vision du monde plus rationnelle et plus unificatrice, donc moins polarisante. Donc, t'es confiant pour ça? Moi, non, parce que je pense que le problème, c'est que c'est le revers de la médaille, en fait. C'est la question du revers de la médaille. Donc, on peut plus communiquer, mais on peut aussi plus communiquer de conneries. Et puis, on peut noyer le poisson. On peut créer... on crée plus de place pour plus d'idées. Et alors qu'avant, c'était entre les mains d'une... j'ai pas envie de dire... non, j'ai failli dire une élite, c'est pas ça, mais disons c'était entre les mains de professionnels d'un secteur qui s'appelle le journalisme. Et c'est eux qui choisissaient, qui avaient ce droit éditorial et entre guillemets une mainmise quelque part. Est-ce que c'était à l'époque déjà une situation mainstream optimale? media. Oui, mais ça existe. Enfin, le mainstream media. Oui, Avant, il n'y avait que le mainstream media, donc on parlait même pas de mainstream media, on parlait de médias, tout simplement. Oui, bien sûr. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est ce nouveau paradigme
Et je pense qu'on est encore en train, en tant que société ou civilisation, en train de réaliser l'ampleur des risques inhérents à ces nouvelles manières de communiquer, ce qu'offrent les nouvelles plateformes, qu'il s'agisse du podcasting, des réseaux sociaux ou autres, et de ces problématiques de vérité concurrentes. Alors c'est le terme que j'utilise, mais c'est des vérités concurrentes parce qu'elles sont clairement en concurrence. Enfin, elles sont considérées par quand même des pans significatifs de la société comme étant également factuelles et vraies, quoi. Ouais. Oui, oui. Moi, le truc qui me fait le plus peur, c'est les gens qui voient les deux côtés d'un sujet et qui pensent que la vérité est quelque part entre les deux. Donc, par exemple, tu vois, t'as les gens qui sont fervents anti-vax. Et je pense qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup. Mais ensuite, j'ai entendu pas mal de gens, pas nécessairement des scientifiques, qui pensent du coup que ah oui, les vaccins c'est bien, mais on en donne trop. Genre, la vérité doit être quelque part entre les La vaccins comme politique on le fait actuelle maintenant et ne pas en zéro faire. vaccin. Et ça, je trouve dangereux parce que ça érode les faits. Pareil, tu prends n'importe quel sujet polarisant, le réchauffement climatique, quoi que ce soit. Tu peux arriver à un espèce de middle ground qui est dangereux finalement. Moi, je pense que fondamentalement, dans tout ça, il y a la question de la gratuité de l'information. Avant, tu devais quand même mettre une petite pièce dans une cassette pour avoir ton journal ou allumer la télé pour laquelle tu payais un téléréseau ou autre. Donc, tu payais pour l'info. Donc, cette info, elle était, je ne sais pas si c'est le terme, elle était curated. Je sais pas quelle est la traduction de curated, mais ouais, elle était. J'ai pas envie de dire Un curé, curator, parce que ça fait penser, curator, c'est un conservateur, conservateur. mais l'information n'était pas conservée. mais je veux dire que Donc il y avait un filtre. Que forcément, si toute l'information devient gratuite, que les modèles économiques des plateformes de médias sont basés sur la gratuité et le ad revenue, donc le revenu publicitaire, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations de très mauvaise qualité qui va inonder ces différents canaux. Donc, je pense que c'est lié, je trouve, aussi ça me fait penser aux problématiques environnementales ou quand on parle de délocalisation, de globalisation, des trucs comme ça, c'est qu'on est habitué, on est encore habitué à rechercher la gratuité ou les prix les plus faibles possibles en toute chose au final. Et je pense qu'il faut à nouveau peut-être associer la gratuité ou des prix trop bas à toutes sortes de problématiques. C'est un peu vague ce que je dis, mais est-ce que j'espère que tu vois où je veux en venir. Je vois, et c'est pour ça que le Golk coûtera 1 bitcoin par épisode dès l'épisode prochain. Exactement. Ouais. On pense que c'est fair, et puis du coup... vu la qualité de l'information transmise, je pense que c'est un prix honnête. Ça le vaut bien, ouais. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Et il y avait le problème tu parlais d'inondation d'informations de basse qualité. Il y a aussi le problème du clickbait dans toutes ces incarnations où le contenu qui se répand est le contenu qui match le mieux. Généralement, le plus révoltant, celui qui va susciter des émotions les plus négatives possibles, qui polarise aussi. Et c'est cette information-là qui va voyager le plus rapidement, je pense. Ouais. Il y avait avant les élections de 2016 aux États-Unis, il y avait, je ne sais pas si tu avais entendu parler de ce truc, c'est Content Farm en Europe de l'Est qui produisait du contenu complètement outrageous. Ouais, des memes et des choses comme ça. Ouais. Et puis il y avait une traction énorme, mais c'était toujours des groupes Facebook, genre Patriots for America, etc. Puis en fait, c'est 4 Macédoniens. Ah oui, c'était des manifestations sur sol américain organisées par 4 Macédoniens. Pour faire. On est dans le cliché, on n'a rien contre les Macédoniens. De respect, d'amour pour cette nation. mais effectivement, la manipulation allait jusque-là. Et eux, ils arrivaient je pense, à identifier l'une ou l'autre problématique
polarisante qui allait Ouais, bien sûr. Et créer puis de ça, la... ouais. Ouais. Mm. Puis c'est quoi les sujets qu'on va traiter dans le futur? T'as des idées, des envies? Euh, Écoute, On a invité Kanye West, il a toujours pas répondu à notre email. l'antisémitisme, on va en parler. Non, mais j'ai pas d'idée claire. On l'a souvent dit durant les calls préparatoires qu'on fait, qu'un des fils conducteurs, mais qui est apparu de manière vraiment émergente, c'est la question du vivre ensemble et de ses enjeux, compte tenu notamment de cette polarisation grandissante qu'on observe au sein de la société. Euh, et je crois que c'est intéressant. C'est vraiment l'enjeu fondamental. C'est comment on fait pour vivre ensemble mieux dans un monde où, bon, déjà, il y a des vérités concurrentes. Ça, on peut essayer on va dire, d'atténuer ce phénomène avec les outils existants ou qui vont arriver. Mais quoi qu'il en soit, même si on a une vérité unique, on aura quand même... Enfin, on n'aura jamais une vérité unique parce que même si tu prends ne serait-ce que les religions du monde, il y a déjà de facto de ce fait-là, de facto. Bref, pardonnez-moi. Et tu vois ça, on peut pas le couper Ah maintenant. non. Je dois l'assumer. J'ai dit de ce fait de facto. Voilà, c'est super. Et je l'ai fait. On va toujours avoir des factions. On va vivre dans un monde coexister. C'est des factions qui vont coexister. Il y a une infinité de labels en fait qui peuvent nous diviser ou regrouper en tout cas des communautés ensemble. Et je pense que on doit malgré tout pas perdre de vue qu'on partage cette planète. Je pense que même si je suis pas collapsologue, je pense que sur le long terme, il y a des enjeux existentiels autour de ça et qu'on doit trouver une recette ou tendre vers une recette qui nous permette de coexister durablement en dépit des différences. Voilà. Ouais, le vivre ensemble, effectivement, c'est un sujet. Mais là, c'est marrant. Peut-être qu'il faudrait qu'on traite de ça avec un expert sur Ouais, c'est la un bon confiance point. dans les médias. Mhm. Bon, et l'évolution, le futur du paysage des médias. Moi, un truc qui me fait hyper peur, c'est par exemple, c'est à quel point l'algorithme de YouTube influence le type de contenu qui est fait. Mhm. Ils ont changé l'algorithme il y a quelques temps et ça a favorisé les contenus plus longs. Moi, je trouve super. J'aime bien Pourquoi ils ont choisi de favoriser? Est-ce que c'est parce c'est à cause des, je sais pas comment ils appellent ça. Pubs, mais ils mettent les pubs dedans. Ok, parce que maintenant sur YouTube, tu vois un peu des reels. T'as aussi ce côté-là, tu sais, c'est dans un format vertical. Ouais, mais ça c'est pour Donc c'est pas pour les distinguer davantage. J'aurais pensé ça intuitivement, mais effectivement la question des pubs fait plus de sens. C'est pour les contenus longs, pour le contenu. Je sais pas quelle est leur stratégie commerciale pour les contenus courts. Est-ce qu'il y a des pubs en fait sur les shorts? Les shorts, c'est comme ça que ça s'appelle. Je crois pas. Écoute, je n'y suis pas exposé car voilà, étant donné que je souscris à YouTube Premium. Ah, mais toi aussi, ouais, moi aussi, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Qu'est-ce qu'on disait? Tu t'es parti sur une. Alors, c'est pas. Non, c'est ouais, pas une tangente, l'algorithme de YouTube qui favorise. Ouais, et c'est intéressant. Il y avait aussi. J'avais vu aussi un truc sur la manière dont les médias influençaient qui était président des États-Unis. Et apparemment, Washington était un mauvais orateur. Mais il écrivait très bien. Ah ouais. Et c'était une époque où c'était ça qui était important. Il y avait l'élection Nixon contre Kennedy, où apparemment c'était la première élection qui était vraiment télévisée. Et puis Nixon avait l'air vraiment looked like shit. Kennedy a gagné. Maintenant, forcément, Donald, c'est le président Twitter. C'est intéressant. Comme les médias influencent notre société. Mais là, on était dans le point des invités.
de l'orientation qu'on aimerait donner justement pour les futurs épisodes, futurs invités. Là, tu as parlé des médias. Je pense que la question des biais qu'on a serait vraiment importante, serait vraiment intéressante. Mais là, on est plus dans la psychologie humaine. Mais ça, c'est un sujet que j'aimerais bien couvrir. Voir comment on est manipulable aussi. Oui. C'est tous ces angles morts qu'on a par rapport à notre discernement. Je pense que ce serait... si on trouve un expert, alors voilà, appel à quiconque aurait cette expertise ou connaît quelqu'un qui l'aurait. Mais c'est un sujet que j'aimerais bien beaucoup aborder. Ouais, ça nous place tous au même niveau. Quelle que soit notre obédience, notre alignement politique ou autre, philosophique, religieux, on a tous ces mêmes angles morts et ça serait bien d'en parler. Ouais, c'est marrant en fait, ça j'y avais pensé quand on avait fait l'épisode avec Simon Kenville où on avait parlé de virus et de vaccins. Et lui, donc Simon, qui est un microbiologiste, et du coup on a pu aller vraiment à fond sur comment fonctionne le système immunitaire, comment fonctionnent les vaccins, etc. Mais le sujet qu'on n'a pas pu aborder, c'est le sujet social de comment est-ce que les gens comprennent ce genre de... Pourquoi est-ce que les gens ont peur de certaines choses, pas d'autres, et ce qui est dans la crise du Covid beaucoup plus important que les enjeux techniques. Ouais, c'est un point intéressant. Plus largement, je pense qu'on peut parler de comment des politiques sanitaires ou autres en fait, encouragent les gens à adopter des comportements qui leur sont globalement bénéfiques en fait. Et là, je pense qu'il y a aussi des questions de social engineering. Ça me fait penser à le psychologue B.F. Skinner, qui était assez influent au cours du XXe siècle. Alors, je ne sais plus, ces théories ont encore beaucoup le vent en poupe. Je pense qu'il est... C'est lui qui a fait le Skinner Box. Alors, non, je ne crois pas. Le truc avec les singes? Non. Non, Vas-y, pardon. Ouais. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Beyond Freedom and Dignity. Alors, c'est un titre assez... qui peut penser à une idéologie un peu fasciste ou autre, mais finalement, ce que je retiens de ce bouquin, du moins, parce que voilà, je ne suis pas le lecteur le plus attentif, mais c'est qu'il distingue la freedom, donc la liberté, qui est la liberté individuelle accordée par la société, et la dignity, donc la dignité, qui est l'agence que chaque personne a en tant qu'individu, son libre arbitre, en fait. Et un des points que j'ai trouvé intéressant, c'est comment, pour lui, on fait du... quel terme tu utiliserais pour engineering en français? Le terme, ce serait du génie. Okay. Génie social, mais je pense que engineering, c'est plus parlant. Bon, on va garder engineering du coup. Mais du coup, Académie française, si vous nous regardez. Qu'on se permet de engineer la société pour dissuader le citoyen de certains comportements néfastes ou antisociaux, par exemple avec un système du droit pénal et des choses comme ça. On promet une punition pour certaines actions, comportements et autres. Mais qu'au nom du libre arbitre, on ne se permet pas, ou beaucoup moins, d'engineer la société pour encourager des comportements qui sont prosociaux. Parce qu'on dit la personne, elle est, et l'idée derrière sous-jacente, c'est qu'on est un peu responsable de nos succès et de nos bons penchants. Ils viennent du libre arbitre, mais alors qu'à l'inverse, on doit être... on serait moins responsable de ces comportements néfastes. Mais du coup, lui, son point, c'était qu'on devrait plus encourager les... aussi faire de c'est qu'on doit se poser ces questions, exactement. Ouais. Mais il y avait c'est ce que Richard Thaler... alors, je connais pas. Il avait écrit Nudge. L'idée, c'était comment pousser les gens vers les bons comportements. Et puis, il y avait... je l'ai lu il y a très longtemps, mais il y avait des exemples dont je me rappelle. Il disait, si tu as une carte si tu as un formulaire où tu as une case pour être donneur d'organes que tu dois checker pour être donneur d'organes, très peu de gens le font. Si tu dois checker tu as peu de donneurs d'organes, si tu dois checker pour dire je ne veux pas être donneur d'organes, t'en as beaucoup plus. Et lui, son idée, c'était de dire, on peut
pousser les gens vers le bon choix. Ensuite, j'ai vu aussi des gens qui critiquaient ça en disant, bah voilà, c'est l'oligarchie qui va nous nudger dans la direction qu'ils veulent qu'on prenne. Oui, parce que le bon difficile, choix, la question du bon choix, c'est... Bah ouais. Mm. Là, pour la question du don d'organes, je sais qu'il y a probablement des gens qui diraient que c'est manipulateur. Ou juste des intégristes de la liberté individuelle qui diraient que c'est manipulateur de mettre... des intégristes religieux aussi. Hein. Enfin, disons, pour des points de vue pour des questions religieuses aussi, le don d'organes peut être Oui. découragé. Ouais. Tout à fait. Mais c'est intéressant. Mais je reviens à ce que je disais sur B.F. Skinner, parce que je me souviens maintenant du vrai propos. C'est que, selon lui, tout comportement et toute action est issue d'une cause précédente. Je pense que c'est quelqu'un qui est... pour qui il n'y a pas réellement de libre arbitre. Le parcours que tu vas avoir dans ta vie, qui te mène vers une vie de crime, ou le succès social et le statut, il va dépendre de ton background, d'un environnement en fait, et que tu as très peu de choses à dire, tu as très peu d'agence justement sur ce parcours-là. Et donc si on encourage, si on récompense les gens pour leurs bonnes actions, on récompense les gens pour leurs bonnes actions et on les punit pour leurs mauvaises actions, comme s'ils étaient responsables de l'un ou de l'autre, au final. Ce qui n'est pas vraiment le cas selon lui. En gros, c'était juste pour corriger ce que j'ai dit avant, parce que c'est plus, je crois que c'est plus dans ce sens-là qu'il va. Ouais. Mais ça me fait penser à un autre épisode que j'ai beaucoup aimé avec Camille Perrier de Peur Singe, qui parlait de justice restaurative. Et ça, c'est une belle manière de voir la justice. Spécifiquement, je pense on voit beaucoup les médias américains, et je vois beaucoup la justice américaine qui est très punitive. Mais finalement, tu enfermes les gens dans une vie de crime, ou alors tu les enfermes en prison pour le reste de leur jour. Alors, juste un petit point. Je crois que Camille avait quand même précisé que la justice restaurative venait de là-bas. Enfin, venait quand même des États-Unis, paradoxalement. Hein, mais il l'applique pas. Pas largement, en tout cas. Non, mais t'as les États où t'as les 3 strike laws, où genre, quand tu fais 3 crimes mineurs, tu te retrouves en prison. C'est absurde, tu vas pas réformer. Disons que là, c'est une forme de social... Enfin, il n'y a pas de... Enfin, là, le social engineering, il va effectivement... On peut constater, a priori, qu'il produit plus de problèmes à long terme que de bienfaits, on va dire. Sauf pour pour l'industrie carcérale. Exactement, les actionnaires des prisons privées. Ouais. Ça, c'est génial comme concept. Les prisons privées, c'est what's not to love about that. C'est très... mais ça fait penser à... C'est un peu cyberpunk, un peu... J'ai pas joué à Cyberpunk. Non, alors je te parle pas du jeu, je te parle juste un petit peu de l'idée que finalement tout est... un futur où des corporations contrôlent absolument tous les types de services, ou toutes les institutions, même les prisons, et qu'ils arrivent à monétiser finalement le système carcéral. Ouais, ça c'était un... Mais quand on parle de vivre ensemble, là il y a aussi les incitatives économiques. Ça, c'est des sujets dont il faut qu'on parle, parce que là il y a t'as une... Voilà, le groupe carcéral privé a une incitative fait de l'argent quand il y a plus de détenus. Et il y avait j'avais vu un deck dont c'était un groupe carcéral, il levait des fonds, et puis il mettait comme facteur de réussite que le taux de récidive est très, très élevé. Donc les gens, même quand ils sortent, ils vont se retrouver en prison. Et puis t'es là, c'est pas ce qu'on veut dans la société. C'est bien pour leur bottom line, mais... ça rappelle le complexe militaro-industriel qui prospère plus il y a de guerres et de conflits dans le monde, conflits armés. Oui. Ouais. On devient vachement politique là. Oui, mais tout est politique. Ça, en plus, c'est marrant. Je sais pas si on peut en parler. On n'est pas nécessairement super alignés politiquement, hein. Mais je crois pas, non. Enfin, il y a des raisons de penser qu'effectivement on ne l'est pas. Mais pour toi, c'est quels éléments qui t'amènent sur ce constat?
Moi, je suis un libtard de base. Ah oui. Oui, alors, mais bon, moi, je me considérerais comme un centriste, a priori. Après, je sais pas comment argumenter pour ou contre ça, mais, Non, on mais, va pas. mais je me reconnais. Ouais, je me reconnais peu dans certains. Il y a beaucoup de courants prééminents dans la politique aujourd'hui, qu'ils soient de droite ou de gauche, dans lesquels je me reconnais pas. Donc, est-ce que de facto, ça fait de moi un centriste? Moi, je te vois pas comme un libtard. J'aime te traiter de ça parce que ça m'amuse, mais je te vois pas, je te vois pas comme ça. C'est toi qui m'as dit récemment que tu avais plutôt une sensibilité socialiste. Euh, Ouais, effectivement, Ouais. j'aurais de la peine à. Je trouve bizarre le système des partis où genre Mhm, tu dois trouver un parti et puis t'aligner avec. Je suis pas aligné 100%. Mais si je devais, si j'avais le couteau sous la gorge et que je devais mhm, identifier d'un parti, ce serait probablement le Parti socialiste. mhm. Ouais. Parti socialiste, donc on parle de en Suisse Mhm. aujourd'hui, Oui, oui, 2023. oui. Ouais, on a la chance d'avoir déjà plus que 2 partis, c'est bien. Plus que un, en fait. Déjà, ça, c'est une chance, mais nous, on en a plus que 2, même. Beaucoup plus que 2. Oui, oui. Oui, alors, ma sensibilité, si on doit parler de ça, elle serait plutôt vert libéral. Je pense que je Vers m'aligne libéral, vers libéral. Je me... ceux qui ont fait. Non, on va pas. Ne devenons pas trop. Regarde trop pour un politique. prochain méta, celui-là, parce que je sais même pas où il allait avec ça. Donc, Ouh. Cliffhanger. ouais. Et qu'est-ce qu'on va changer au format du podcast? Est-ce qu'on va faire des changements? Est-ce qu'on va. Mais on aimerait bien en faire, hein. On aimerait bien en faire. Toi, tu la vois comment? Moi, je pense qu'un multicam, ce serait top. Je Multicam, pense ce que serait bien. ce serait vraiment bien. Ça va nous demander des tonnes de boulot en plus. Mais Ouais. même si on doit faire moins d'épisodes, mais qu'on les fait en multicam, dépendamment voilà, de nos ressources et du temps à disposition, parce que voilà, on a quand même des activités professionnelles en parallèle, ou du moins moi, Ouais. j'essaye d'en avoir une. Euh, Moi aussi, j'essaye. mais je pense que ça se rapprocherait davantage du produit qu'on aimerait présenter au public. Et, ça va ouvrir plein de possibilités. Euh, Ouais. et Ouais. dynamiser aussi l'expérience visuellement. Ouais, C'est ouais. sûr, pour la personne qui regarde en vidéo, juste un plan fixe. Voilà, je pense que ça peut être difficile pour 45 minutes, 1 heure ou 1 heure et quart. Voilà, c'est Bah, pas surtout si forcément t'as pas hyper. YouTube Premium et que tu vois t'as des pubs toutes les 30 secondes. Mais peut-être c'est les pubs qui te sauvent en fait à un moment donné de ton Ah oui, de ça la dynamise lassitude. le- Ouais. Ah putain, enfin une pub. Non, ouais, mais il faut aussi qu'on trouve un spot plus définitif. Parce que là, je sais que ça a l'air extrêmement professionnel, mais en fait, croyez-le ou non, mais on est dans le salon de David. De David et de Lorena. Hein, quand De même. David et de Qui Lorena. doit subir des fois Lorena, notre présence. si Voilà. tu nous regardes, merci Ouais. beaucoup. Je débarque tout le temps en avance le matin chez eux. Je perturbe la routine du matin de Lorena. Ouais. Euh, Non, mais écoute, elle est très, voilà, très tolérante à ce sujet-là. J'ai beaucoup de chance, hein, mon amour. Merci. Mais oui, c'est vrai que si on pouvait avoir un endroit plus permanent, vraiment dédié, qui nécessite pas de mise en place, ce serait top. ouais. Ça, ce serait vraiment assez optimal d'arriver, de s'installer, d'avoir déjà l'éclairage et les micros positionnés. Ça, ce serait vraiment cool. Et puis, ouais, du multicam. Et je crois que ce serait vraiment les deux paramètres, en fait, qu'on aimerait pouvoir Ouais. améliorer. Ouais, mais imagine le nombre de. Moi, ça me fait peur, en fait, le nombre de paramètres additionnels qu'on rajoute. Déjà, on parle de notre semaine de l'horreur avec le podcast. Déjà, on a un setup qui est très simple là. Et on a quand même eu une semaine où on a eu 3 fuck-up. Ouais. Premier fuck-up, c'était l'épisode avec Simon Kenville où on avait une nouvelle caméra on testait une nouvelle caméra et la caméra a filmé juste la première demi-heure. Mhm. Du coup, on a l'épisode switch à un moment et puis on a que Du l'audio. pur audio avec une image, un fond fixe. Exactement. C'était pas voulu, étonnamment. Non. Deuxième, c'était Steph Cruchon. Et la veille, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, les câbles de nos micros, on voit pas de câble là. Le câble, il passe dans le pied du. Voilà. Même Lex Friedman, il a Non, pas ça. non. Non.
Quel amateur. Ouais. Mais pour faire ça, j'ai dû refaire les câbles, j'ai dû dessouder les connecteurs, les ressouder, et je les ai soudés à l'envers. Et si jamais on a essayé pour vous souder un câble de micro à l'envers, ça marche pas. Ça marche plus. Et du coup, Steph était en route, et on a dû l'appeler pour dire, écoute, il faut qu'on réagende parce qu'on n'a pas de micro. Heureusement, Steph étant le roi des bons types, il était très, très compréhensif et on a pu réagender et on a pu faire un super épisode avec lui. Ouais. Mais oui, alors là, c'était assez embarrassant. Et puis, il y avait un troisième fuck-up. Un troisième fuck-up. Alors ça, c'est un épisode qu'on n'a pas pu diffuser, mais où l'invité avait fait le déplacement un dimanche en fin d'après-midi. Oui. Et s'est retrouvé complètement en fait surexposé à la lumière du soleil. Et au point que il y avait ça, mais distrayant. en plus, c'était une personne qui, pour des raisons personnelles, pouvait pas... Enfin, on s'est rendu compte en enregistrant que la personne pouvait pas vraiment s'exprimer. N'était pas libre de s'exprimer sur la situation politico-sociale d'un certain État. Et du coup, c'était une conversation qui était assez laborieuse. C'est un épisode qu'au final qu'on n'a pas publié et du coup. Ouais. Voilà. Et on s'excuse encore auprès de cette personne qui se reconnaîtra, je pense. Mais oui, c'était 3 fuck-up qui nous ont permis finalement de. Mais c'est bien de merder complètement dans un bref laps de temps. Oui, c'est une chance en vérité. Ah oui, non, mais puis à part ça, moi je vois vraiment c'était un moment, je sais pas combien d'épisodes on avait fait. On en avait fait genre 5 ou 6. On n'avait pas eu de fuck-up. Non. Et moi, je commençais à être tranquille, genre, facile en fait. Et là, tu te rends compte que, ok, non, en fait, faut rester vigilant. Là, du coup, je me dis, si on passe à un système multicam, le nombre de fuck-up additionnels. Oui, mais pas s'il est statique. Pas si le matos reste en place et qu'on n'a pas à chaque fois débrancher, rebrancher et tout ça, je pense que ça pourrait, à mon avis, on s'expose pas à beaucoup de risques. Donc voilà, si quelqu'un a connaissance d'un local qui pourrait se prêter à notre activité avec des coûts très très faibles, en attendant que notre audience s'étende quelque peu et qu'on puisse enfin monétiser ce podcast, on est preneur. Parce que c'est ça notre but en fait. On fait ça uniquement dans le but de devenir riche. Le but c'est de vivre de la rente du podcast en fait. Exactement, parce que les cryptos ça n'a pas fonctionné. Non. Et du coup le plan B c'était le podcast. Voilà. Non mais sérieusement, c'était quoi le... Non mais c'était cool et franchement voilà, avec le setup qu'on a, on a quand même des bons résultats. Les gens sont contents, ils ont du plaisir quand ils arrivent ici, je crois. Oula. Tu vois. Ton micro qui t'attaque. Mais c'était quoi ta motivation, plus sérieusement? La motivation du podcast de le faire. Ouais. Je sais pas, l'envie de se prêter à ce jeu. Pour moi, à titre personnel, je pense qu'il y avait l'envie de conquérir un petit peu des peurs liées à ça. De se mettre en avant, d'être un peu acteur de ce type de projet. Je le verrais comme ça. Et puis toi? Mais moi il y avait plein de choses, mais bon, j'aime bien m'entendre parler, hein, ça il faut pas, je vais pas me le cacher. On est deux. Ouais. Mais il y avait aussi, j'ai un avis sur tout. Je sais que ça peut être désagréable, mais là je trouvais, du coup je trouvais cool l'exercice de la fermer pour une fois et d'avoir un expert d'un sujet et d'écouter l'expert. Mais est-ce que ça t'a aidé dans ta vie privée? Est-ce que ça a développé ta capacité d'écoute, de te sentir moins inconfortable? En vérité, je suis en train de révéler là en disant ça ce que ça m'a apporté à moi. C'est vrai. Mais d'être plus confortable dans l'écoute, dans l'écoute active. J'ai pas vraiment l'impression. Manifestement pas. Et moi aussi, moi je suis quelqu'un de hyper socialement awkward. Je sais pas si ça se voit en podcast ou pas. Non, mais vraiment. No comment. Non, mais je suis pas à l'aise. Et là, c'est un contexte dans lequel je suis à l'aise. Dans la vie privée, j'ai tendance à un peu fuir l'interaction avec l'humain.
Ok, ok. Alors moi, c'est l'inverse, en vérité. Moi, je me suis senti, je pense, moins à l'aise que toi dans l'exercice podcast. Voilà, c'est intéressant, c'est marrant de le relever. Après, une fois, on pourra approfondir peut-être les raisons hein, Mais de ça. mais qu'est-ce que tu disais que ça t'avait amené sur le. Donc, t'es plus à l'écoute maintenant? Je crois que je me sens plus à l'écoute dans cet exercice, plus à l'écoute, plus à l'aise, pardon, dans l'exercice d'écoute. Je crois que ma capacité d'attention s'est juste améliorée et je suis moins distrait quand j'écoute quelqu'un Ok. et j'ai davantage de... C'est con, mais je vois davantage la valeur dans l'écoute, en fait. Parce que quand tu parles, tu dis ce que tu sais, tu n'apprends rien, Mhm. forcément. Alors que quand tu écoutes une personne, quel que soit son propos, tu vas apprendre quelque chose. Ouais. Sur que ce soit son propos ou la manière dont elle s'exprime. euh, voilà, des trucs... ouais, d'une manière directe ou indirecte, tu vas apprendre quelque chose. Et je pense que c'est un peu... ça m'a pris à avoir davantage de valeur là-dedans, d'enrichissement. Ouais. Voilà, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Je pense que j'étais plus une personne qui a tendance à vouloir occuper un espace verbalement, Mhm. avec tu vois, toute l'anxiété que ça peut supposer derrière, mais de juste être là, occuper cet espace, sans quoi des fois tu te sens pas forcément... Bon là je pars dans des trucs vraiment existentiels, mais en tout cas psychologiques, mais le besoin d'occuper l'espace par le langage. Alors que Mhm. maintenant je ressens beaucoup moins ce besoin et je vais plus essayer de justement rester en retrait. Et je trouve que c'est tellement plus c'est tellement moins fatigant finalement une interaction sociale quand tu peux t'installer dans cette écoute euh, et juste réagir à ce que la personne dit. Je trouve ça maintenant plus intéressant. Ouais. Ouais. Tu Ouais. vois. Donc, Mais ça on fait n'empêche pas ça. que j'aime toujours autant parler et taper des méga longues tirades et que ça, c'est pas prêt de changer. Je peux rien y faire. Enfin, j'ai compris que c'était un mal incurable et que j'étais juste comme ça. Il y avait Tu vois. une fois, je sais pas si je t'avais raconté cette histoire. Une fois, je sortais avec une fille qui était. Donc, moi, je suis d'origine serbe Mm, et je sortais avec une fille qui était. Bah, elle était allemande, mais d'origine serbe. Et en fait, la langue qu'on avait en commun, c'était le serbe. Et ah ouais. du coup, on parlait serbe. Et j'en parlais avec mon frère et je lui avais dit. Mais c'est cool parce que comme je parle serbe, mais pas très très bien, et je lui disais, mais du coup c'est cool parce que comme je suis limité par la langue, Mm, je vais pas partir dans des grosses théories, ça me mhm. limite un peu. Puis mon frère m'avait répondu, mais si c'est une meuf qui tolère pas les grosses théories, c'est pas Ça une meuf marchera pour toi. jamais. Ouais. J'étais là, ouais, ok, good point. Ouais, c'est un bon point, en effet. Bah Ouais. écoute, j'ai le même problème. À nouveau, Lorena est très tolérante à mon égard à ce sujet. Ouais. Yep. Bon, bah écoute, on a tapé plus d'une heure là, quand même. Hein. Tu vois, Ouais. quand on est que les deux, on n'a pas de problème de Et on contenu pourrait. non plus. Hein. Est-ce Ouais. qu'on wrap up là? Et Ouais, je crois qu'on puis, peut en rester là. n'oubliez pas, euh, click like, subscribe. Dites-nous Partagez, commentez. comment est-ce qu'on dit subscribe en français? Suivez-nous. Abonnez-vous, Suivez-nous, suivez-nous. Ouais, ouais, abonnez-vous. suivez-nous. Ouais. Et n'hésitez pas à commenter. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez nous voir aborder, que ce soit entre nous, que c'est Mhm. des autres facettes fascinantes de notre Mhm. vie que vous voudriez Ouais, nous pour voir partager, un autre épisode méta ou. ou des invités. Ouais, Et on se réjouit de faire encore plein d'autres épisodes. c'est clair. Merci, Gav. Merci à toi, Allez. David.